Bonjour à toutes et tous qui nous rejoignez pour cette étape du RexBeam Tour qu'on rebaptise exceptionnellement RexBeam Zoom du fait des conditions distancielles qui s'imposent à nous en ce moment. Je suis ravi, on est ravi de vous accueillir aujourd'hui pour cette étape, une des trois étapes organisées par Sinov Île-de-France. Je suis Arnaud Delannoy et donc je vais vous accompagner et surtout donner la parole à nos intervenants du jour pour cette étape et ce retour d'expérience. C'est bien le principe du RexBeam Tour. Depuis maintenant plus de 2 ans, la Fédération Sinov organise une sorte de Tour de France du BIM pour partager avec tous les professionnels de la filière construction concernée et également avec les étudiants, les futurs talents de l'ingénierie du monde de la construction, car je rappelle, l'OPCO Atlas est partenaire, ainsi que d'autres partenaires comme Alplan, comme également Autodesk. Donc, des étudiants, des maîtres d'ouvrage, des architectes, des entreprises, des bureaux d'études, évidemment, des ingénieurs, et aussi des startups. D'ailleurs, une d'entre elles va témoigner aujourd'hui. Donc, pour vous expliquer, donner des repères au travers de cas d'usage sur le BIM, un domaine d'application du BIM, le principe étant qu'on utilise des retours d'expérience sur de vraies opérations. Il n'y a rien de plus concret et on fait témoigner des professionnels. Il n'y a rien de plus convaincant et de plus parlant pour un professionnel qu'un autre professionnel qui partage son retour d'expérience autour du BIM. D'entrer dans le vif du sujet qui nous réunit aujourd'hui, je vais passer la parole à Julien Garnier, qui nous accueille, entre guillemets, aujourd'hui pour cette étape du RexBeam Tour Île-de-France. Julien, à vous la parole. Alors, dans un premier temps, on va peut-être aborder le RexBeam Tour, de quoi il s'agit, qu'est-ce qui s'est passé depuis le lancement, et puis finalement, quelle est la volonté de Sinov pour cette année 2021, cette nouvelle année de RexBeam Tour. Alors bonjour tout le monde, je vais me présenter déjà. Donc Julien Garnier, je suis administrateur pour la région Île-de-France, également dirigeant de bureau d'études. Donc j'ai aussi une activité autour du BIM. Le RexBeam Tour, il a été initialement imaginé par la fédération Sinov pour euh, démystifier le BIM, parler de la démarche, simplifier, confronter les approches à différentes étapes du projet, que ce soit en phase de conception, en phase d'exploitation, et regarder un peu les liens et comment chacun avait pu se l'approprier au sein de la filière et aussi avec les partenaires de la filière. C'est un grand retour et partage d'expérience. Donc, il y a eu 13 dates régionales, 2200 participants à fin 2020, 120 intervenants, 33 REX, puisque dans chaque date, on a plusieurs REX. Là, on est sous un format un peu différent du fait de la crise Covid, et 12 tables rondes. La première approche de ce RexBeam Tour, ça a été de regarder un peu les outils et le fonctionnement des outils. Et puis, ce faisant, en avançant, aujourd'hui, on s'oriente plutôt à essayer de comprendre et regarder le workflow, parce que les outils, on estime qu'il y a un niveau de maîtrise qui progressivement progresse, et qu'aujourd'hui, l'enjeu, ça sera vraiment ces flux de données et le partage de ces données entre les différents intervenants. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Sinov est également membre du comité de pilotage du plan BIM 2022, dans lequel Julien Mercier, qui n'est pas là, intervient également. Et sinon, je suis très content de vous accueillir pour cette édition virtuellement. On aurait préféré que ce soit physiquement, mais peut-être pour un RexBeam 2024, qui sait si on a de nouvelles avancées, de nouvelles choses à partager. Merci beaucoup, Julien. On se retrouve tout à l'heure pour la conclusion. Alors, on aura l'occasion, évidemment, au-delà de la présentation aujourd'hui, de répondre à vos questions. Donc, vous pouvez utiliser pour cela le chat de Zoom. Vous cliquez sur la petite bulle discussion qui se trouve juste à côté de l'onglet écran, le petit onglet vert. Vous activez la bulle et si vous avez des questions pendant les présentations, on n'y répondra pas en direct, mais on se réservera un temps d'échange et de questions-réponses à la fin de la présentation, donc vers moins le quart, moins 10. On a un objectif de timing assez précis pour que vous soyez libérés et qu'on ait pu répondre à un maximum de questions à 19 heures. Avant de commencer, une dernière chose, Inès, qui est avec nous donc, du service communication, va vous poser quelques questions. 3 petites questions, un petit sondage en utilisant l'outil sondage de Zoom avec
voilà, une première question, ça nous permet de mieux vous connaître. C'est important pour la fédération de savoir à quelle catégorie d'acteurs vous appartenez. Donc, êtes-vous architecte, bureau d'études, maître d'ouvrage, entreprise? Êtes-vous dans les services plutôt conseil, formation, AMO dans le domaine du BIM ou autre? Est-ce que vous êtes représentant d'une formation d'une école ou étudiant, étudiante? Faites-vous partie des éditeurs dont certains sont partenaires et d'autres? Ou est-ce que vous appartenez à une autre catégorie? On n'a pas forcément pensé à tout. Donc ça, c'est la première question. On vous laisse le soin d'y répondre. Une deuxième question dans la foulée, hein, si vous scrollez sous cette première question, tout simplement, utilisez-vous le BIM aujourd'hui dans votre activité? Ça nous permet aussi de dresser un constat et de suivre un peu l'évolution de la maturité et des usages des acteurs sur le BIM. Donc, oui ou non, est-ce qu'aujourd'hui, j'utilise le BIM? Et enfin, on va creuser un petit peu au-delà de l'utilisation. Comment estimez-vous aujourd'hui votre niveau de maturité sur le BIM? Il est important depuis maintenant plus de 2 ans pour Sinov de mesurer l'évolution, le niveau d'appropriation et son évolution dans le temps du BIM. Donc, est-ce que vous êtes plutôt novice sur le sujet, auquel cas aujourd'hui vous allez apprendre pas mal de choses. Est-ce que vous êtes plutôt d'un niveau, ce que vous diriez moyen, c'est pas du tout péjoratif? Est-ce que vous estimez que vous êtes plutôt bien avancé sur le BIM, ou est-ce que vous estimez au contraire qu'aujourd'hui, bon, le BIM pour vous, c'est voilà, c'est votre domaine d'expertise, un de vos domaines d'expertise principaux. Donc, est-ce que vous êtes novice, moyen, bien avancé, plutôt expert sous le BIM? Voilà. Donc, encore quelques secondes. Je laisse le soin à Inès de suivre l'avancement des réponses et on va partager très rapidement les résultats pour enfin vous présenter nos deux intervenants du jour. On va se donner encore, allez, 5 secondes et puis on va pouvoir, je pense, on va pouvoir découvrir les résultats tous ensemble très rapidement. Allons-y. On va tout de suite voir les résultats. Donc, vous êtes une majorité de bureaux d'études avec nous aujourd'hui. On a quelques architectes, on est aussi environ un quart dans le domaine du conseil des services, des éditeurs également, un quart. Vous êtes une grande majorité. Ça, c'est un constat qu'on a fait déjà à la première étape de la semaine dernière à utiliser le BIM aujourd'hui. Pour information, en 2019, on était plutôt à 2 tiers en moyenne. Courant 2020, ça a évolué, mais on constate, comme le disait Julien aujourd'hui, que sur le côté outils, pratiques, méthodos, eh bien, on peut passer un cran en termes d'information parce que le niveau de maturité augmente. Et vous êtes une bonne part quand même, donc on va faire l'effort d'être pédagogue dans les explications d'aujourd'hui, un tiers à vous estimer plutôt novice sur le sujet, et ensuite 70% presque à être bien avancé ou expert sur le BIM. Voilà, merci beaucoup Inès. Et je vais tout de suite, pour commencer ce Rex, vous présenter nos deux intervenants du jour. Bonjour Laurence Bonnevie. Bonjour. Et bonjour Ahmed Badi. Hamid Badi, pardon. Non, je vous en prie. Bonjour à tous. Merci. Alors, présentez-vous en quelques mots, Laurence, avant qu'on entre dans le vif du sujet. Je suis architecte, je dirige une société qui s'appelle No Man's Land et je suis installée en région parisienne et en Bretagne et je suis également présidente de la Maison Passive France. Merci. Hamid Badi, bonjour. Rebonjour. Bonjour à tous. Alors, Hamid Badi, comme vous l'avez dit, je ne viens pas du secteur du bâtiment, je suis désolé, donc veuillez être indulgent avec moi sur mes approximations du secteur. Je suis mathématicien de formation, chercheur, et maintenant dans le secteur du bâtiment, et je viens de monter la structure Numfem, qui édite des logiciels avec mon associé Olivier Bastide. Très bien. Alors, je vais maintenant partager la présentation avec tout le monde. On vous redécouvre que de bleu. Et donc, la Villa Le Doux, c'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Nous allons parler d'une réhabilitation bas carbone passive en BIM d'une villa, donc plutôt un petit programme par rapport à ce qu'on peut voir aussi par ailleurs. Le BIM aussi s'y applique, on va voir comment. Et donc, je vous laisse la parole, Laurence Bonnevie, dans un premier temps, pour nous expliquer de quelle opération on va parler, dans quel contexte on se trouve pour ce retour d'expérience. Donc, il s'agit d'une maison individuelle qui a été primée au BIM d'argent et qui est donc une extension et une surélévation d'un bâtiment des années 60. Donc, ce bâtiment était un cube
un cube dans lequel, en fait, on a sur la gauche, tout à fait à gauche, vous voyez une toute petite maisonnette qui va être intégrée, en fait, à l'extension, et vous avez une surélévation qui sera prévue. Alors, l'image que vous voyez actuellement là est l'image de l'époque du BIM d'argent. Il se trouve que l'image a changé, si on peut accéder à la suivante, puisque on a un architecte des bâtiments de France qui n'a pas souhaité à ce que la typologie des bâtiments avoisinants soit perturbée, et donc il se trouve que c'est l'allée en fait est elle-même la villa et est constituée de bâtiments de petites maisons justement assez en pierre meulière avec des toits de pente en tuiles. Donc il a fallu modifier en fait totalement l'aspect et faire un habillage qui corresponde à l'époque. Donc du coup, elle a un petit peu changé de look. Et voilà, donc elle est actuellement à l'étude pour voir si cet aspect-là, cette vêture-là va mieux correspondre. Mais le BIM d'argent est là et il restera là. Hein. Je ne sais pas. Non, mais oui. Non, la méthodologie n'a pas changé. Donc, comme ce n'est pas sur l'aspect que le bâtiment a été primé. D'accord. Alors, dans le détail, si on peut en venir un petit peu sur la nature de ce programme. Alors, il se trouve, le but de ce programme, c'est de rénover passif. Donc, déjà, on cherche à atteindre un label qui est le label Enerfit, qui est le label passif pour la réhabilitation. Et donc, c'est moins de 20 kWh par mètre carré par an, ce qui est un haut niveau, sachant qu'on aura une partie neuve, une partie réhabilitée. La partie réhabilitée étant à 20 kWh et la partie neuve devant répondre aux critères du neuf. Et il se trouve que c'est un bâtiment qu'on va rénover en paille avec une ITE paille sur l'existant et un bâtiment bois paille sur la partie surélévation et extension. Le tout, on va le faire en participatif puisque la paille actuellement, on a encore très peu de main-d'œuvre. Donc, on va faire plusieurs petites expérimentations là cette année. On va faire plusieurs bâtiments comme ça. On va faire participer les gens et vous serez tous les bienvenus si vous avez envie de mettre la main à la paille, justement. Donc, on était une équipe assez peu étoffée, puisque en fait, nous, on a pas mal de cordes à notre arc. Donc, en fait, on a la partie architecture, la partie économie, la partie management BIM et la partie thermique également, puisque c'est un petit projet. Sur les gros projets, on travaille avec des thermiciens. Sur les petits projets comme ça, on gère nous-mêmes le PHPP, les détails de pont thermique et des choses comme ça. Par contre, en structure, on n'est pas qualifié. Donc, on fait appel à IPC qui travaille aussi en BIM 3 avec nous sur cette opération. D'accord. Alors, quelques mots sur votre agence. Ça va nous permettre aussi de comprendre un peu l'ambition du projet, je pense. Oui, mais on est spécialisé dans les domaines que je viens de citer. Donc, l'idée, c'est qu'on est vraiment orienté sur des bâtiments performants. On essaye de toujours tirer vers le haut les bâtiments et de les amener avec, s'il faut, des variantes par rapport au programme initial. On essaye de pousser beaucoup les matériaux bas carbone et on s'est orienté BIM depuis maintenant quelques années. Et en fait, on est allé en accélérant. On n'a pas fini de… On est curieux et avide de tous les nouveaux systèmes qui peuvent nous permettre de gagner du temps, d'être plus performants, d'avoir une meilleure qualité de bâtiment pour avoir des chantiers qui se déroulent le mieux possible. Donc, alors, je précise, hein, on le comprendra lors de votre présentation, c'est important de le savoir pour les acteurs qui se sentent peut-être pas concernés de par leur taille, mais vous êtes un acteur de petite taille, entre guillemets, hein, et vous êtes comment dire, mis au BIM, entre guillemets, en tout cas, No Man's Land, c'est mis au BIM de manière très autodidacte, progressive, exploratoire, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Tout à fait. Nous, on a démarré très progressivement en utilisant le logiciel Revit pour ne pas le citer. Et donc, on l'a appris. On a eu quand même des formations de base, hein, mais on a beaucoup expérimenté. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte que justement, il nous manquait les cordes collaboratifs ou des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une formation de management BIM, donc de 1 an, de façon à avoir toutes les… Et ça m'a ouvert en fait un certain nombre de portes, puisque au bout du compte, il y avait des choses que je ne voyais pas, que je ne percevais pas dans cette maquette. Donc, j'avais compris qu'il fallait la renseigner, mais je n'avais pas compris la puissance qu'on pouvait avoir. Et donc, depuis ce moment-là, en fait, on est parti dans le collaboratif. On s'est mis à développer, on était déjà dans la thermique, mais on s'est mis à s'acharner pour essayer de trouver justement les outils partenaires qui pouvaient nous permettre de travailler ensemble sur la maquette. Et donc, effectivement, on est peu nombreux, d'abord parce que c'est difficile, il faut se former tous, avoir un niveau de montée en compétences, sachant qu'on n'a pas que le niveau BIM où il faut être
compétent, il faut aussi être compétent en passif et ça nécessite d'être formé, donc de faire le CEPH, cette formation qui est qualifiante et qui a un diplôme. Donc voilà, donc les gens qui rentrent dans l'agence en fait font ce cheminement, ce pèlerinage du BIM et du passif. D'accord. Voilà. Et vous avez donc constitué votre propre écosystème, j'ai envie de dire, de solutions et d'acteurs BIM en fonction de vos propres besoins. Ça, c'est intéressant. Alors, dans les petits projets, justement, en réhabilitation, le BIM, pourquoi on l'utilise? Quels sont les enjeux? On a peut-être encore plus besoin d'être efficace dans les petits projets que dans les gros parce qu'on n'est pas rentable en base. Les petits projets ont moins d'argent que les gros. Donc, on a besoin de pouvoir être très rentable, de pouvoir gagner du temps, d'arriver à tout faire, c'est compliqué. Et puis aussi, les petits projets n'ont pas forcément tous les partenaires qu'on peut avoir sur un gros projet. Les ingénieurs, un bataillon d'ingénieurs sur les gros projets, alors que nous, les clients ne vont pas payer un ingénieur fluide, quelqu'un qui va dessiner la ventilation. Ces choses-là, en fait, ne sont pas prévues dans les budgets. Donc, on a été un petit peu obligé, alors c'était corollaire avec le passif. Nous, on fait beaucoup de double flux, donc on sait la dessiner en théorie. Il manquait que savoir la dessiner en 3D, donc et de pouvoir et donc en fait, nos besoins se sont rencontrés avec ce qui était sur le marché et on a pu du coup se servir d'un grand nombre d'outils dans le BIM justement parce qu'on avait ce côté thermique, donc on a adjoint nos outils comme ça. Donc, il y a surtout un gain de temps, limiter toujours pareil, la recherche de la qualité de l'ouvrage, donc pas le moins possible de surprises sur le chantier, pouvoir avoir des résultats aussi directs sur la maquette, arriver à travailler sur une seule maquette sans sortir de la maquette. Ça, c'était une grosse recherche. On a mis du temps à trouver nos outils partenaires. Et puis voilà, donc ça demande par contre, tout ça demande de la formation, ça c'est certain. Donc il a fallu se former sur tous ces outils progressivement. Et donc vous en êtes arrivé à un niveau de maturité BIM 3, c'est ça? Ça veut dire quoi BIM 3 par rapport au BIM niveau 1 ou niveau 2 finalement? Alors, je dirais que c'est le moment où on est tous sur la maquette justement et qu'on n'en sort plus et qu'on n'est plus en train de faire des exports. Pendant longtemps, on avait cherché des outils justement en thermique notamment pour ne pas… Enfin, le problème, c'était comment peut-on travailler en thermique, sachant qu'on a toujours ces fameux problèmes d'export. Et puis finalement, on a trouvé des outils qui sont des plugins. Et donc, on n'a plus besoin de sortir de la maquette. Donc là, d'un coup, ça a résolu tout notre problème. Et le BIM 3, c'est justement le fait que tout le monde soit au même endroit, sur la même maquette. Et la Covid nous a propulsés, je vais dire, dans le phénomène, puisque nous, on est très mobile, puisqu'on avait de toute façon déjà des systèmes qui étaient entièrement détachables, parce qu'on travaillait déjà un petit peu tous à des endroits différents. Donc, moi, je pars sans arrêt avec mon portable et je travaille. Donc, on avait tous des portables. Il nous manquait un outil collaboratif pour pouvoir, justement, quand on est passé en télétravail. On a basculé sur BIM 360 pour travailler, pour partager nos maquettes. Et là, ça a été une sorte de révélation du BIM 3, c'est-à-dire que ce qu'on ne faisait pas encore finalement à l'échelle de l'agence quand on était ensemble, on n'en ressentait pas le besoin. Là, c'est devenu impératif. Et donc, on s'est mis à travailler avec ce système qui nous a vraiment, vraiment permis de travailler ensemble. Et voilà. Et donc, on a des outils comme celui de Hamid, d'Umfem, qui est un outil interne à la maquette qui permet de travailler sans sortir de cette maquette et donc sans perdre d'informations, sans risquer d'avoir des choses qui vont être perdues en cours de route dans les transferts. Alors, évidemment, on parlera un peu plus de NUMFEM dans un second temps, hein, tout à l'heure, au moment où on parlera de l'application NUMFEM avec Hamid. Et donc, tout ça vous a permis, important dans le projet que vous nous présentez, de réaliser des simulations thermiques dynamiques. Hein, on comprendra l'enjeu et vous allez nous expliquer, finalement, comment ça s'est passé. Une vision très, très rapide, finalement, de la maquette que vous utilisez, finalement, le modèle de maquette que vous utilisez. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le centre rose, là, la maquette centrale Revit, elle est sur BIM 360 et c'est là où on modélise. Pour modéliser, on part du principe du nuage de points. Le rond bleu que vous avez à l'écran qui entoure les autres petits ronds sont les activités qu'on a en interne. Et donc on commence par ce nuage de points, on scanne le bâtiment, on va voir des images plus loin, on scanne ce bâtiment. Une fois qu'on a scanné ce bâtiment, on le modélise. Une fois qu'on l'a modélisé, on peut commencer à travailler soit sur la double flux, par exemple, et modéliser tout ce qui est tuyauterie, les gaines, soit travailler en parallèle sur la description et la quantification. Alors justement, la quantification, on n'a plus besoin de la faire, ça c'est une sorte de paradis, c'est que
on ne quantifie plus rien puisque la maquette le fait pour nous. On récupère, en fait, on associe sur Attic, on associe des textes ou un descriptif à un ouvrage et donc la quantification arrive automatiquement. Et puis, toutes les ronds verts sont les différents outils thermiques qu'on peut avoir et dont on peut avoir besoin. Alors ça, c'est ceux qu'on utilise, nous, on a choisi in fine, après avoir choisi d'autres. Donc, ArchiWizard, c'est effectivement un logiciel, c'est un plugin qui permet de faire de la simulation thermique dynamique et du réglementaire. Les calculs passifs se font à terme sur PHPP, qui n'est pas du tout BIM. Le PHPP, c'est un outil Excel, mais donc pour éviter cette ressaisie de tout l'ensemble de la maquette pour noter l'enveloppe, on peut se servir, on n'est pas obligé, mais on peut se servir de BIM2PH et de DesignPH, qui sont deux outils un petit peu différents. L'un qui, en fait, on va le revoir tout à l'heure, insère des paramètres dans Revit et donc permet d'aller récupérer les données de la maquette pour les insérer dans BIM2PH, puis les envoyer vers le PHPP. C'est un BIM un petit peu intermédiaire, on va dire que c'est un outil de transfert. DesignPH, par contre, est un outil, toujours pareil, c'est un BIM en phase dans un sens uniquement. On envoie notre maquette, on prend notre maquette Revit, on la transforme en SketchUp. SketchUp la transforme pour DesignPH et on peut du coup travailler le calcul de l'enveloppe, valider notre enveloppe grâce à DesignPH et grâce aussi pas grâce, mais on peut aussi récupérer les données d'ombrage qui sont très importantes à noter dans le PHPP. Donc ça, c'est très important. On a donc notre calcul de pont thermique d'une FEMTEM qui permet justement de calculer les ponts thermiques, on va le voir après. D'accord, merci, parce que là, finalement, les personnes qui se connectent avec nous, qui sont soit novices, soit en cours d'évolution sur le BIM, là, pas mal d'indices sur les boîtes à outils BIM existantes. Alors, que quelques-uns, mais on comprend bien l'usage. Alors, décrivez-nous finalement comment ça s'est passé et finalement, à chaque étape, quel type de données et qu'est-ce que vous avez pu en faire pour réaliser ce programme? Sur l'image de gauche, donc vous avez un scan 3D. Ce qu'on fait, c'est que nous, on loue les scans au besoin, donc en fonction des bâtiments. On scanne la totalité du bâtiment, extérieur, intérieur. On en scanne toujours le maximum pour pouvoir récupérer des choses. Une fois qu'on a cette maquette, on va avoir, par exemple, la rue calculée prise justement en couleur. Et c'est une maquette, c'est un nuage de points, vous voyez, ce n'est pas une photo. Donc, cette maquette va ce nuage de points va nous servir à créer la maquette qui est ci-dessous, qui est donc plus bas. Et donc, on va voir peut-être sur l'image d'après, si on peut passer, voilà. Là, on a la maquette qui est en phase finale, donc qui est insérée dans un nuage. C'est un peu pour vous montrer, parce que finalement, ce type d'usage, on peut s'en servir pour valider justement un petit peu, ça aide un petit peu à faire des sites d'insertion. On ne l'avait jamais utilisé comme ça et je pense que dans le futur, on va forcer la dose justement sur le nombre de points pour pouvoir avoir des choses qui nous permettraient d'éviter de faire des insertions. Mais c'est vous voyez, c'est en faisant des démonstrations qu'on s'aperçoit qu'on a un outil qui pourrait servir à autre chose. Quand vous dites des insertions, quand on fait une image de synthèse, qu'on fait une image calculée, donc on a besoin en fait de l'insérer dans une image réelle, une photo. Pour pouvoir la présenter dans les déclarations. Des mises en situation, c'est un peu ça. Voilà, c'est une mise en situation. D'accord, très bien. Et si vous passez sur l'image suivante, on va pouvoir actionner la petite vidéo. Voilà, donc ça dure 1 minute. Je vous laisse adapter vos explications à tout ça. Tout à fait. Donc là, en fait, on a vu dans la première image le nuage de points seul. Ici, en fait, vous avez la maquette qui est déjà rentrée dans le… Si vous voulez que je fasse pause à certains moments, dites-le moi. On peut s'arrêter juste un quart de seconde, mais vraiment très un quart de seconde. Là, on voit les murs. Donc, on voyait que la maquette est superposée au nuage de points. C'est une fois que la maquette, là, on est dans l'état existant. Donc là, elle est modélisée entièrement en état existant. On va avancer. Et on va modéliser à partir de cette maquette existante, dans une autre phase, le projet. Donc, on a sur un même objet qui va devenir autre chose. Et donc, on peut phaser, et ça, c'est un point très fort de Revit, c'est de pouvoir phaser. L'autre point qui est extraordinaire aussi, c'est les variantes. Mais bon, on n'en a pas fait l'usage là dans cette… voilà. Donc, on se retrouve avec une maquette qui est parfaitement à l'endroit, donc sans perte de données, sans problème de… Je fais une pause, si vous voulez. Non, je continue sur le nuage de au début, en fait. Donc, du coup, on est peut-être allé un petit peu vite sur la fin. Ah bon. C'est je pense que c'est la dernière partie qui nous intéresse. Là, il faudrait juste avancer le curseur, peut-être si possible. Voilà, c'est ça. Voilà, ça, c'est le nuage de points quand on ouvre un plan.
Donc, on est à un étage, forcément, on ne voit rien. Donc, on fait une coupe du plan et on lui dit, par exemple, je ne veux que 10 cm du plan, du nuage. Et là, d'un coup, on va voir apparaître des traits. Donc, ces traits vont nous servir à construire la maquette. Et donc, on va avoir notre maquette qui va se superposer aux traits. Bon, ça allait un peu vite. Excusez-moi, je vais remettre un petit peu vers la fin. Hop, on va revoir quelques images. On voit l'idée. Le principe, vous devinez le trait qui est là. Ouais. Ça, c'est le vrai volume. Et donc, le trait plus droit est celui de la maquette modélisée. Très bien. Voilà. Alors, donc, je rappelle que si vous avez des questions à poser, je le rappelle à tout le monde, vous qui êtes connectés avec nous, utilisez le chat de Zoom et on traitera vos questions en fin de présentation. Allez-y, Laurence, excusez-moi. Voilà, donc là, je vous ai mis l'exemple justement de la double flux qui est modélisée dans le bâtiment, qui donc a deux réseaux de soufflage, réseau d'extraction, donc deux couleurs, qui vont dans un petit je n'ai pas de souris, donc je ne peux pas vous montrer, mais qui vont dans une petite double flux sur la gauche. Et puis en bas à droite, vous avez une capture de Attic, qui est le logiciel de description, qui permet donc de rentrer, en fait, on se fait sa propre, soit on se sert d'une base existante, soit on se sert de sa propre bibliothèque, et on associe ces éléments de bibliothèque à chacun des ouvrages, ce qui permet d'avoir un descriptif qui est complètement rattaché à la maquette et rattaché aux vraies données. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Et puis donc en calcul thermique, on a la possibilité d'utiliser pas mal de logiciels. On a essayé Pléiade Comfy, qui normalement qui marche avec un IEC. On a préféré ArchiWizard parce que justement c'est un plugin et qu'on n'a pas à sortir de la maquette, donc justement pour éviter ces problèmes de sortir, revenir, etc. Et en plus de pouvoir sans arrêt actualiser notre calcul. Et pour le PHPP, c'est les outils que je vous citais tout à l'heure. Donc le PHPP n'est pas BIM, mais par contre, le BIM2PH et DesignPH sont des outils qui sont, on va dire, moitié BIM, c'est-à-dire c'est des unilatérales, mais néanmoins, ils permettent d'extraire les données de la maquette et donc de travailler sur ces outils. Et nous, on a obligatoirement en passif la nécessité de travailler avec le PHPP à la fin. Donc, plus on trouvera des outils et des moulinettes qui nous permettront de transférer les données, plus on sera content et plus on pourra aller vite. D'accord. J'avance ? Oui. Donc là, je vous ai mis justement, alors c'est la spécificité de BIM2PH, c'est important de le savoir, c'est qu'en fait, on ne travaille pas exactement avec la maquette, donc il ne faut jamais essayer de récupérer une maquette qu'on avait pour pouvoir faire du BIM2PH. Il faut partir de rien, puisqu'en fait, on a des murs spécifiques et des fenêtres spécifiques qu'on prend comme outil, comme famille pour pouvoir modéliser. On modélise avec ces éléments-là et donc du coup, on utilise le gabarit de BIM2PH, qui est un gabarit particulier puisque justement, au lieu de récupérer les données de Revit, comme par exemple des données de thermique, il va utiliser les siennes parce qu'il considère que celles de Revit ne sont pas suffisantes, il n'y a pas assez de données comme paramètres de base dans Revit. Donc, ils insèrent en fait de nouveaux paramètres qui vont venir récolter par la suite quand on fait l'export IFC. Il les enrichit, mais il ne les transforme pas. C'est bien ça. Alors, il ne les transforme pas. Ouais. Il n'y a pas de risque de décalage entre ce qui est dans Revit et… Non. Par contre, vous pouvez avoir des choses qui sont effectivement vraies dans l'un, pas vraies dans l'autre. C'est-à-dire que si on a les lambdas des matériaux sont notés, si vous remplissez l'onglet thermique dans Revit, vous aurez une valeur. Là, avec BIM2PH, vous êtes obligé de les ressaisir. C'est contrairement à ce que fait justement NumFem qui lui permet de modifier mais dans la maquette. Donc du coup, Hamid en parlera bien mieux que moi, mais en tout cas on va passer à l'image suivante. D'accord, donc on est en train de toucher un sujet intéressant qui revient à chaque étape, c'est aussi l'enjeu de l'interopérabilité aussi entre les solutions. Voilà, mais nous, c'est le choix. C'est pour ça qu'on a choisi des solutions type plugin parce que ça nous permettait d'avoir aucun souci d'interopérabilité. Tout ce qu'on rencontrait avait des soucis. Et donc là, on est obligé de faire des doubles saisies parfois. C'est-à-dire que, alors nous, de toute façon, on va avoir des paramètres qui sont renseignés sur les lambdas dans notre propre bibliothèque. Mais si on travaille avec BIM2PH, on est obligé de re-renseigner ces matériaux. Donc, une deuxième fois. Donc là, du coup, ça, c'est pas BIM. Mais pour certaines caractéristiques, il va falloir quand même, il faut les créer puisqu'elles n'existent pas. Donc voilà. Donc là, c'est toute la difficulté. En dessous, DesignPH, là, on fait des conversions. Donc on convertit de Revit à SketchUp, de SketchUp à DesignPH, de DesignPH à PHPP. Donc c'est vraiment un qui est un peu bon.
En même temps, on récolte quand même des choses qui sont au passage très intéressantes dans Design PH. On arrive à valider l'enveloppe, on arrive à récupérer ces calculs d'ombrage qu'on ne fait à peu près pas nulle part ailleurs, mais enfin, en tout cas, c'est difficile d'avoir ce niveau de précision. Il est vraiment fait pour ça, donc ça, c'est vraiment intéressant. Voilà. Après, nous, on peut aussi faire des conversions vers les bureaux d'études, ce qu'on fait assez souvent d'ailleurs, de leur fournir des SketchUp qui sortent de notre maquette et après, ils se débrouillent avec leur design. Ouais. Merci beaucoup parce que je vois le rythme. Vous arrivez à nous donner toutes les informations à un rythme quand même assez soutenu, mais c'est compréhensible. Et ça nous permet, là, il nous reste une bonne dizaine de minutes de donner la parole maintenant à Hamid. Hamid, rebonjour. Donc, Laurence le disait, elle a utilisé donc NumFemTerm qui est intégré à Revit, si je comprends bien. Alors, expliquez-nous déjà, rappelez-nous qui vous êtes rapidement, et puis NumFemTerm, à quoi ça sert? Alors les propos de Laurence sont quand même assez clairs. Je pourrais malheureusement pas faire mieux, en tout cas apporter quelques précisions, parce que c'est quand même elle qui a eu le talent pour jongler avec tous ces logiciels et d'avoir une véritable stratégie de mise en œuvre numérique dans son projet. Alors moi, je me situe dans un segment, comme Laurence l'a précisé, elle a été dans une explication en entonnoir. Et à un moment, elle s'est retrouvée confrontée à la problématique des ponts thermiques qui dérive du calcul énergétique, de la question bien plus globale. Et à l'intérieur, il y a celle des ponts thermiques qui est de plus en plus mise en avant par l'efficacité de l'enveloppe du bâtiment. Les ponts thermiques apparaissent. Donc, c'était des défauts que l'on ne voyait pas parce qu'ils étaient noyés dans des déperditions bien importantes. Aujourd'hui, l'amélioration des matériaux, des techniques de mise en œuvre, la qualité des architectes, on peut le préciser, des fabricants, etc., de l'ensemble de l'écosystème de la construction font que il reste quand même des ponts thermiques que l'on veut vouloir traiter. Alors, comment vous faites qui peuvent représenter jusqu'à 30%. Alors, ah oui, 30%, oui, pardon. Et c'est pour cette raison qu'il y a un an, avec mon associé Olivier Bastide, on s'est préoccupé de cette tâche pour développer un outil pour le calcul des ponts thermiques et la simulation thermique, mais qui serait pas avec une approche BIM. Il y a des logiciels existants, mais nous, on se positionne, comme l'a rappelé Laurence, dans la maquette et pour automatiser toute cette tâche qui est fastidieuse. Donc Laurence le sait très bien, mais beaucoup le savent, ce que ça représente de saisir, de dessiner, d'exporter, de réimporter dans des fichiers, dans plusieurs logiciels, il faut jongler. C'est un véritable calvaire. Et si vous avez la possibilité que je puisse prendre la main sur le partage d'écran, et éventuellement. Ah non, parce qu'il y a. Non, d'accord. Donc il y a quelques images. Non, d'accord. Non, je vous en prie. Non, mais les images, c'est Laurence qui les avait faites, elles sont aussi très bien. Donc l'idée, c'est qu'ici, vous avez dans Revit, vous pouvez passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Oui. Voilà. Alors là, vous êtes dans Revit, vous modélisez tel que vous le souhaitez, vous êtes libre de la conception du design architectural et sans avoir à sortir de Revit, c'est de pouvoir avoir une estimation dès les premières phases de conception, donc dès l'architecte, mais jusqu'au bureau d'études, de pouvoir simuler ce genre de choses. Et ça, c'est plusieurs heures, allez, on va dire une bonne heure de saisie pour transférer la géométrie, les matériaux. Et avec NumFemTerm, on va pouvoir le faire en un seul clic. Ça prend 5 secondes pour faire le calcul et vous avez la déperdition. Alors ici, vous avez un exemple avant construction, avant rénovation, une déperdition à 1800 watts. Et en jouant sur les phases, vous avez la possibilité de voir après construction. Donc là, on est sur l'après, là, c'est ça. Là où vous êtes sur l'après, sur la phase construction. Donc le bâtiment est bien plus grand, mais Laurence a fait un travail incroyable sur l'isolation et vous avez une déperdition à 600 watts. Donc on a divisé par 3. Et on peut aller au-delà encore. On s'est amusé donc dans Revit à optimiser les menuiseries qui sont des simples vitrages ici. Ah non, non, pardon. C'est pas exactement ce que j'allais dire, mais c'est plus tard. Voilà. Alors, c'est plus tard dans la présentation, peut-être. D'accord. Dites-moi mais là, si je dois avancer. Non, mais c'est très bien, donc je m'adapterai. Et donc, dans NumFemTerm, vous avez la possibilité, comme plein de logiciels de simulation numérique basés sur les éléments finis, la possibilité de visualiser des champs de vecteurs pour apprécier visuellement ce qui se passe et appréhender un peu mieux
la notion de pont thermique qui est souvent mise de côté parce que c'est des valeurs tabulées, c'est des catalogues, c'est bon, on va dire que ça ne fait pas On rêver, hein, visualise, simplement. la circulation de l'air, c'est ça, Non, finalement, et de la dans des chaleur. de la chaleur, c'est de la De la chaleur, chaleur. d'accord. Là, vous voyez Ouais, ouais. donc comment la chaleur va de l'intérieur à l'extérieur, donc du chaud Donc, vers le on a le froid. sens et le volume. On a le sens et le volume en plus, enfin, et Alors, vous avez l'intensité le en fait du flux. sens et vous Ouais, avez l'intensité. Donc, vous ouais. pouvez vraiment voir la qualité d'isolation de Mhm. votre bâtiment en fonction des matériaux, des propriétés qui sont renseignés dans Mhm. Revit. Le D'accord. plug n'invente rien et on ne renseigne Mhm. rien de plus. La maquette doit être D'accord. autocontenante, on ne sort jamais de Revit. D'accord. J'avance, hein, Bien sûr, voilà. j'en Ouais. prie. Alors, on Alors, parlait et ce qui a allez-y. permis à Laurence de pouvoir traiter notamment des calculs de pont thermique. Là, c'est une application pratique, avoir les coefficients psi. Elle a pu obtenir le psi PHPP, c'est ce qui l'intéressait, de différentes configurations. Donc, on voit quelques exemples donc d'acrotères. Ici, on en voit deux, je crois qu'elle en a traité deux, avec des isolations différentes. Là, autour des menuiseries, un psi de linteau. On voit la température minimale. Enfin bon, on peut analyser Mhm. visuellement les choses pour apprécier le choix des matériaux, valider. C'est un outil Mhm. d'aide à la conception thermique Mhm. dans Revit. Et là, on a mis un triple vitrage pour essayer d'améliorer encore plus Mhm. la déperdition globale du bâtiment. Mhm. Alors, j'espère qu'il y a la dernière image. Là, il y a un Le exemple pont. avec interplein pour voir Mhm. que dans Revit, quand vous modélisez la topographie, vous pouvez apprécier votre isolation de dalle, quel est le type de terrain, etc. Donc, Mhm. et s'il y a une dernière image, non, je ne sais pas s'il y a une dernière Non, je image. crois Bon, qu'il ça, y en a c'est pas. des belles. Bon, non, mais c'est des images Qu'est-ce qu'on voit là, qui parlent d'elles-mêmes, hein. les Alors là, on fameux. voit Ouais, les ouais. isothermes. Là, on voit les isothermes, donc les températures qui évoluent. On voit l'évolution de la température et on voit le flux de circulation. Donc typiquement, si j'analyserais ça, donc comment j'analyserais ça, on voit que au niveau de la dalle, les vecteurs sont assez importants, l'intensité est importante, donc il y a Mhm. pas il y a un isolant très très bon et il y a un bon pont thermique. Là où vous pointez donc la souris, vous Oui. voyez, vous n'êtes pas expert en thermique, mais J'ai compris tout de c'est un suite. peu un jeu d'enfant. Voilà, Ouais, c'est voilà, c'est du ça. management Donc là, visuel, il y a quoi. un pont thermique. Ouais. Et probablement que la zone en jaune, elle a une propriété de conductivité pas terrible, donc il va falloir voir dans Revit votre choix de matériaux. Et Mhm. c'est un outil qui s'inscrit dans une démarche d'itération qui est chère aux architectes, à la maîtrise d'œuvre. Donc, quand la maquette change, je ne veux pas à ressaisir, retransférer, réexporter, refaire. Il faut que ça se fasse automatiquement. Mhm. Là, si Laurence change la maquette, les calculs vont pouvoir se mettre à jour Mhm. automatiquement sans Mhm. avoir à se faire un travail. Et c'est tout l'intérêt du BIM, me semble-t-il. Je pense qu'on est ici entre adultes convaincus de la pertinence du BIM, c'est qu'il doit permettre d'optimiser le flux de travail et de se focaliser sur la véritable valeur ajoutée Mhm. dans la construction, de ne pas perdre du temps avec de la ressaisie, des choses fastidieuses. Les outils Mhm. doivent s'adapter au travail des professionnels du bâtiment avec des outils que je qualifierais Smart BIM. Mhm. Voilà. D'accord. Alors, Après, les finalement, images ouais, parlent. ouais, Voilà. ouais, ouais. Finalement, Laurence, vous aviez déjà travaillé sur ce type de projet avant de connaître, avant que Numphen existe ou pas? Oui, oui. Alors, Sans le BIM. oui, oui, tout à fait. Je précise juste que là, les ponts thermiques ne sont pas terminés, donc ils sont ils sont pas bons. Oui, oui, bien sûr. Quand on devait calculer, alors moi, j'avais appris à me servir de Terme, qui est un outil en 2D. C'est long et surtout, pour nous, architectes, c'est un outil, quand on ne s'en sert pas souvent, c'est compliqué de se remettre dedans, de se replonger sur cette méthodologie qui est un petit peu particulière, parce que l'interface graphique n'est c'est pas ce dont on a l'habitude, on va dire ça comme ça. Mhm. Donc, du coup, en général, la plupart du temps, on n'a pas le temps de le faire parce que justement, se replonger, donc on est obligé de déléguer ça. Or, ces petits projets, une fois de plus, ils n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Donc, c'est toute la difficulté d'arriver à trouver un équilibre économique qui puisse permettre quand même de faire de la performance. Parce que nous, sans calcul de pont thermique, on ne peut pas calculer nos Mhm. détails passifs. Donc, Mhm. il nous faut absolument des outils. Et ça, c'est un outil qui, pour nous, est vraiment très précieux, quoi. D'accord.
une solution qui, je suppose, est adaptée. Alors là, on parle d'une petite opération, mais également sur tout type d'opération finalement, hein, quelle que soit leur taille. Oui, alors là, pour le coup, le plugin NumFem, bon, il s'adapte Mm, complètement aux mm, fonctionnalités mm, de Revit. Donc, mhm, petit projet, moyen, d'accord, exemple de gros projet, mm, à condition que votre maquette soit bien renseignée, et c'est toute bien la sûr. pédagogie, la sensibilité à avoir, c'est que en tant que plugin, on n'a pas vocation à dire ce que la maquette doit être et comment elle doit Ouais, faire. Il ouais. s'adapte automatiquement à ce qui est contenu dans Revit. D'accord. Alors, avant d'arriver sur le côté retour d'expérience, enseignement, finalement, on parlait des données, c'est important, voilà, le sujet important pour de nous dans 2021. Quel type de données constatez-vous parfois manquer ou être mal renseignées qui provoquerait une mauvaise, enfin, un calcul erroné de ces fameux ponts thermiques notamment ou d'autres choses? Qu'est-ce qui pêche aujourd'hui en termes de données ou est-ce qu'on les utilise bien? Bah, je laisse Laurence Alors, donc répondre et je compléterai si ouais. jamais il y a besoin. On a peut-être des images, on avait les images, me semble-t-il, de Alors, fenêtres, ah mais bah, peut-être que apparemment, c'était il va avant les pas. fenêtres, hein. Les Non, fenêtres, c'était Non, après. mais c'était une autre image, mais ah, peut-être non, elle est après, elle est ouais. après. Elle est Elle est après. après, mais c'est pas grave, on la Attendez, on y regardera va, on y après. va. Non, non, mais on va la revoir, mais Si, si, Voilà, c'est voilà. voilà, ça. celle-là. Ouais, allez-y. La difficulté, alors, d'abord, il faut que le travail de l'architecte soit très précis quand même, puisqu'effectivement, si on modélise quelque chose qui est faux, forcément, le pont thermique sera faux. Si on fait des vides, si on fait des choses qui ne vont pas correspondre à la réalité, ça va vite faire apparaître des erreurs. Et c'est pour ça qu'il faut être capable de voir qu'il y a une erreur. C'est-à-dire que si on voit un pont Hmm. thermique là où il n'y en a pas, donc là, peut-être dans certaines images qu'on a croisées, il y a des choses où il doit y avoir un défaut de modélisation. Après, on a de toute façon, par exemple en passif, on a besoin de faire des calculs de pont thermique beaucoup plus précis que ce qu'on a fait, on a montré un peu plus haut, puisqu'on a besoin que la fenêtre soit exacte. Là, on l'a fait pour l'exercice, pour pouvoir montrer qu'effectivement, s'il y avait justement un pont thermique à cet endroit-là et voir quel était l'effet. Mais on a besoin d'arriver à avoir cette modélisation qui soit conforme à la réalité. Et donc, on va avoir besoin de modèles, si possible, qui soient de ce niveau-là de précision pour pouvoir attribuer des propriétés à chacun des éléments, alors que ce soit de la 3D ou de la 2D, mais il va nous falloir quand même pouvoir intégrer ce niveau de détail-là dans nos coupes. Donc, on va avoir besoin des éditeurs pour pouvoir atteindre, justement, pas avoir à redessiner nous-mêmes, parce que sinon, ce qui va se passer, c'est qu'on va être obligé de se créer des bibliothèques nous-mêmes, de fenêtres spécifiques, de tout un tas de choses très en détail pour pouvoir travailler correctement. Hamid, vous vouliez compléter? Oui, alors Laurence, tu as dit que tu vas avoir besoin d'éditeurs. Je pense que tu voulais dire que Oui, pardon, tu vas avoir fabricant. besoin des fabricants. Fabricant, Voilà, non, excusez-moi. mais je Oui, pense que l'on a fabricant. tous Tu as raison. compris. Alors ça, c'est l'enjeu principal au-delà du plugin qui fait des calculs, etc. C'est que la donnée doit être libérée et là, les fabricants doivent jouer leur rôle en proposant des familles, notamment dans Revit là, mais bon, on s'est élargi dans le cadre du BIM, de fournir des objets bien plus complets, comme on peut le voir ici en haut à gauche, où j'ai modélisé un exemple de détail au niveau d'une façade. Et en fait, Revit sait très bien modéliser des choses assez complexes. Et on arrive à en tirer quoi? La possibilité de calculer directement ce que l'on appelle le UF, c'est-à-dire le coefficient de transmission, sans avoir à aller chercher dans des catalogues à n'en plus finir, D'accord. avec des données qui sont approximatives. Et tout l'intérêt, c'est de les injecter dans la maquette pour ne plus avoir à aller perdre du temps à chercher les informations dans Ça des veut dire PDF, etc. ça veut dire que d'un fabricant à un autre, pour le même type de produit, il peut y arriver d'avoir des niveaux de renseignement différents? Ah oui, là, alors là, il y a une tentative de structuration au travers des dictionnaires, etc. Oui. Mais force est de constater que la réalité n'est pas celle-ci. C'est qu'il y a une véritable jungle de la donnée. Bon, je pense que Laurence, tu peux peut-être, je pense que tu es plus légitime à parler de cet exercice, à trouver les informations
un peu au forceps Oui, quelquefois. oui, oui, ben, on n'a pas toujours toutes les informations. De temps en temps, il y a même des fabricants qui ne veulent pas donner leur plan, ce qu'on ne comprend pas bien, parce qu'on ne va pas fabriquer des fenêtres à leur place. Effectivement, on n'a pas des données, enfin, on n'a pas des fabricants qui vont nous donner des choses assez précises. Ou parfois, alors déjà, on a de la chance quand on a des WG, mais imaginez ce qu'on peut récupérer en 3D. On a en général des modèles qui sont extrêmement simples, qui ne sont pas maniables. C'est-à-dire que une fenêtre, ce n'est pas un objet comme ça qui reste statique et qu'on pose. Et il va arriver dans le mur à différents endroits selon le projet. Il va être en applique intérieure, en applique extérieure, en tunnel. Et ça, rien que ça, c'est un problème chez les fabricants, parce qu'en fait, ils vont s'arranger, enfin, ils ne réfléchissent pas à ça. Et donc, leur fenêtre va être inamoviblement placée à un endroit, sauf que nous, ce ne sera pas du tout l'endroit où on veut le mettre. Donc, ne serait-ce que ça, c'est un problème. D'accord. Donc, il y a le côté culturel peut-être aussi que vous évoquiez. On est encore, le côté collaboratif et partage qui est indissociable du BIM se heurte peut-être encore à la culture du secret industriel Un petit peu. Bah, alors, et du brevet aussi peut-être. Hein. Après, il y a peut-être aussi des questions de droit là-dedans, je ne sais pas. Mais... donc ça, j'y crois un peu moins, mais en tout cas, il faudrait que les industriels jouent le jeu de la deuxième lettre dans le BIM, à savoir le I, et que la modélisation, on sait faire. Revit, donc Revit avec Autodesk, savent bien faire la modélisation. Donc, le building, c'est les professionnels qui savent faire. Par contre, l'information, la data, c'est les industriels qui doivent le fournir. Et tant qu'on n'a pas des LOD, comme on peut le préciser, suffisants, on n'a pas donc le trigramme qui se forme parfaitement. D'accord. Je me permets de revenir un petit peu en arrière sur les deux slides où on prend un peu de recul finalement sur les points positifs sur ce projet et peut-être les autres petits projets. Je vous laisse commenter. Oui, mais donc nous, les points positifs, notamment, c'est le système collaboratif. Hein. C'est le fait que ça fonctionne très très bien de pouvoir être en BIM 3 en fait. Parce que pendant longtemps, j'ai cru que ça marchait pas et qu'on me disait que ça fonctionnait pas. Ça fonctionne très très bien. Alors le problème, c'est que actuellement, je connais pas beaucoup de plateformes qui permettent justement de pouvoir travailler comme ça au même endroit. Et je pense que d'autres logiciels vont avoir de la difficulté à avoir ce mode collaboratif comme ça, tous regroupés, parce que tous les outils n'ont pas forcément des plugins sur ces outils-là. Donc ça, c'est la difficulté, mais sinon, ça marche très bien. On a complètement changé de méthode de travail finalement petit à petit, et c'était pas plus mal puisque ça a permis de nous organiser et puis d'avoir justement d'avoir une méthode très rationnelle, parce qu'il faut être très organisé. Sans ça, plus on est désorganisé, plus le BIM va échouer. Voilà. Donc, et on essaye en tout cas d'impliquer les autres acteurs. Donc, ils essayent de venir jouer avec nous. C'est vraiment parce qu'on est vraiment dans les gadgets très sophistiqués, mais on aime bien ça. Mais donc, pour moi, ça a été en tout cas, c'est à notre niveau, parce que c'est vrai que l'avantage, c'est qu'on est pas mal en autarcie. Donc, pour nous, ça fonctionne très bien. Voilà. Après, il faut que les autres acteurs soient effectivement dans la même dynamique que nous. D'accord. Très bien. Je passe à la suivante. Les points de vigilance finalement que vous identifiez sur ce type de projet. Alors, n'hésitez pas à compléter, Hamid, si vous souhaitez apporter un complément sur le constat plutôt positif, en tout cas des avantages que vous percevez. Alors, en tout cas, pour ce qui est devenu complètement clair, c'est qu'il faut être assez draconien sur ce qu'on veut comme type d'objet, comment on traite la donnée, comment on traite justement nos gabarits, nos familles, etc. Puisqu'en fait, un nouvel arrivant peut absolument pulvériser votre belle organisation si on n'a pas été très vigilant. Donc, il faut avoir un process assez documenté. Et il faut avoir une charte en disant comment tout doit se dérouler. Si on ne fait pas ça, je pense qu'on va droit dans le mur, puisque en fait, les gens vont ramener d'autres outils ou modifier des choses qui normalement ne devraient pas l'être. Donc voilà, c'est très très important. Ça me semble être le nerf de la guerre. C'est vrai qu'idéalement, il faut travailler avec les gens qui ont les mêmes outils que nous, parce que c'est quand même, ça facilite beaucoup, mais bon, on ne peut pas toujours. Nous, on s'est demandé justement s'il fallait toujours être full BIM. C'est-à-dire, est-ce que pour tous les outils qu'on utilise, est-ce qu'il faut être complètement en BIM, ou est-ce que justement, de temps en temps, il faut, c'est un petit peu le cas du PHPP, est-ce qu'on s'écarte et qu'on va… alors, de temps en temps, on n'a pas le choix.
de temps en temps, on se pose la question. Là, on a discuté beaucoup avec Hamid sur 2D, 3D, sur les détails. Juge quelle est la limite de la modélisation en 3D et est-ce que tout de suite ça a un intérêt? Est-ce que dans le futur donc ça on est en fait on est aussi avec l'évolution des produits et des familles qui nous sont données et de l'avancée des différents éditeurs. De temps en temps, nous, on a fait l'expérimentation de faire tout en 3D au début. On a voulu faire très, très riche. On s'est aperçu qu'au stade où on en était autour de nous, ça ne servait à rien. Donc, on s'est remis à faire un tout petit peu de 2D sur nos détails. Et là, on est en train de refaire de la 3D. Donc, on suit une courbe qui est un peu extérieure aussi. Voilà. Donc, c'est sûr que plus on aura des objets paramétriques qui permettront justement ce genre de calcul, comme le calcul du pont thermique, ça sera une grande aide. J'ai cru voir une question justement de côté sur la difficulté d'obtenir ces choses. Oui, on en dessine beaucoup. C'est aussi la difficulté, c'est que tant qu'en fait, on n'a pas des objets qui sont donnés avec ses propriétés, on est obligé de construire nous-mêmes et donc d'être capable en fait de faire des modèles. Alors honnêtement, pas aussi sophistiqués que font certains éditeurs, parce que j'ai croisé certaines familles qui étaient diaboliques, mais en tout cas, on construit ce dont on a besoin. On fabrique. D'accord. Alors, n'hésitez pas à compléter, Hamid, si vous souhaitez. J'avance un petit peu parce que là, on est vraiment sur la dernière slide avant de pouvoir échanger. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alors, en synthèse, le BIM sur les petits projets en résumé, puis on enchaînera sur les éventuelles questions-réponses ensuite. Voilà. Donc, si je devais faire pas une critique, mais un constat, c'est qu'hélas, tous ces outils, tout cumulé, ça finit par faire un sacré budget et que c'est vrai que pour les petits projets, ça peut sembler assez lourd. C'est vrai que pour les gros projets, on ne se pose pas la question. Pour les petits projets, ça fait un budget considérable. Néanmoins, nous, on ne changerait pour rien au monde. C'est-à-dire qu'on ne reviendrait pas en arrière parce que ça nous apporte beaucoup. À plein d'égards. Ça nous permet de faire plus de choses, d'aborder plus de sujets, de gagner du temps sur des choses où il n'y a pas de valeur ajoutée. Je ne lâcherai pas le scanner 3D pour reprendre un mètre. Je ne prends plus de mètre. Facile, mon mètre, il est resté dans un placard depuis longtemps. Il est en train de prendre les Donc, entre louer un scanner 3D et faire les mesures au mètre, vous avez tout de suite identifié la valeur ajoutée, le côté aussi rentabilité de la démarche, quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, le temps passé à revenir prendre des codes, s'apercevoir que c'est faux, qu'il en manque une. Ça, c'est terminé. En fait, nous, on fait une visite, on fait nos visites de diagnostic pour vérifier l'état du bâti, etc. Mais après, la prise de code, c'est terminé. Elle est faite. Et on a notre maquette, notre nuage, en permanence ouvert dans la maquette quand on dessine. Donc, voilà, c'est après cette charte qui me semble impérative, donc charte interne, qui finalement dépend de notre propre management BIM intérieur, interne à chaque agence. Et je pense qu'on a tous des façons différentes de faire. Essayer d'utiliser le maximum d'outils à nos dispositions parce que les gabarits, les familles, les gabarits de vue, etc., c'est quand même de l'or. Et donc, il faut vraiment s'en servir. Et je pense que même nous, on se sert sûrement du quart de la moitié de ce qui existe parce qu'il y a sûrement des choses cachées qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas découvert. Et donc, on est vraiment friand de trouver les nouveaux. On a bien mesuré votre niveau de curiosité et d'envie de tester les choses, en tout cas, avec tous les outils que vous nous avez présentés. Mais voilà, en gros. Et des familles adaptées. Voilà, les familles, donc on a besoin un petit peu de l'implication de plus de fabricants. Alors, voilà. Hamid, est-ce que vous auriez un message fort, un enseignement, en tout cas par rapport à ce que vous observez et aussi sur les projets auxquels vous êtes associés, on parle de la Villa d'aujourd'hui, mais par rapport au recul que vous avez sur les autres projets dans lesquels vous intervenez, les autres acteurs que vous côtoyez, quels seraient selon vous, en termes d'enseignement, les principaux à partager pour que les gens qui sont avec nous aujourd'hui continuent soit à se développer sur le BIM avec les bons conseils ou soit à mettre le pied à l'étrier tout simplement? Un message fort, je ne sais pas s'il va être très très fort, je vais en tout cas essayer de transmettre un message, chacun appréciera ensuite. Alors c'est que donc lorsqu'on a la tête dans le guidon, effectivement on s'aperçoit que les choses n'avancent pas suffisamment vite, mais quand on prend du recul, mine de rien, moi ça fait 5-6 ans que je suis dans le BIM, certains beaucoup plus, ils ont bien plus de recul que moi, mais je m'aperçois que quand même
il y a une évolution positive, encourageante, en tout cas moi, qui me donne, qui me permet d'être enthousiaste quant à, un futur proche post-Covid sur le numérique qui serait plutôt qui irait dans le bon sens, où on aurait une synergie de tous les acteurs, une libération de l'information, la possibilité d'automatiser un certain nombre de tâches et de pouvoir enfin exploiter pleinement les leviers et les perspectives qu'offre le BIM, parce que On en est qu'au donc les tout début, promesses. selon vous. Alors au début, non, on a un petit peu avancé, Ouais. mais il reste encore du chemin Il y a pour du vraiment potentiel. dire aujourd'hui que le BIM permet de construire mieux et de gagner de l'argent. Alors ça, c'est Laurence, je ne sais pas si ça te permet de gagner de l'argent, mais en tout cas, si on ne le fait pas aujourd'hui, on prendra du retard. Et dans d'autres pays aussi, si on a une vision un peu plus internationale, on s'aperçoit que les choses bougent énormément et que voilà, ça c'est le message que j'aimerais faire passer, c'est que c'est jamais trop tard pour raccrocher le wagon, même si on a l'impression qu'il y a plein de choses, plein de plugins, plein de logiciels à maîtriser, mais quand on s'y met, et Laurent c'est un très bon exemple de On peut le quelqu'un, faire de manière exploratoire voilà, et progressive, sans finalement. être une grosse structure, D'accord. sans avoir 15 personnes dans un département de R&D. Non, on peut être seul et faire des choses En très bien s'entourant bien comme quand même, Laurent. avec, Voilà, c'est avec ça. voilà, faut savoir s'entourer. Alors, merci beaucoup. On va passer, je ne sais pas si Inès, on a des questions dans le chat de Zoom. Non, il n'y a pas de questions. Il y a des remarques, mais il n'y a pas Oui. de, il y a pas Alors, de questions. est-ce qu'il y a des remarques qui éventuellement nécessitent des remarques qui amènent des commentaires peut-être? Je vais quitter ma présentation. Attendez un petit instant. Hop, voilà. Et je vais libérer l'écran pour l'instant. Bravo pour votre démarche. Alors, des louanges, hein, c'est pas mal. Ensuite, entre tous il manque effectivement un langage commun. Ouais, on l'a pas dit avec ces termes-là, mais en effet, un langage commun pour la construction. C'est Didier qui nous fait cette remarque. Même si Revit est un bon outil qui permet de faire beaucoup de choses, il ne pourra jamais être le langage commun de toute la filière. Voilà, évidemment, chaque outil et chaque voilà, Alliance du bâtiment a été créée pour porter un petit message. Un petit message. Donc, Alliance du bâtiment, bonjour. On a compris que vous aviez peut-être des choses à apporter. Qui sont les nouveaux arrivants? On a quand même une question. Qui sont les nouveaux arrivants? Qui sont les autres acteurs dans l'exemple de la Villa Ledoux, à part le catalogue de produits, éditeurs et start-up? Je ne sais pas. C'est Anne Magnier qui nous pose la question. Alors, Anne, n'hésitez pas, on peut peut-être vous libérer le micro si vous voulez expliquer. Oui, bonjour. Bonjour. Anne Magnier, deuxième conseil. Je voulais juste, parce qu'il ne faut pas oublier que dans BIM, le BIM, c'est collaboratif. C'est tous les acteurs de la construction autour d'un projet. Et là, votre démarche, elle est très bien. Au contraire, c'est vous qui l'initiez. Donc, mais vous parlez de BIM de niveau 3. Le BIM niveau 3, c'est un BIM qu'encore peu de personnes font, parce qu'en fait, c'est un BIM où la maquette est centralisée et où tout le monde intervient sur cette maquette. On dit tout le monde, sont tous les acteurs de la construction. Du projet de construction jusqu'à la fin, les maîtres d'ouvrage aussi, et ceux qui vont gérer après justement le bâtiment. Donc, votre démarche en interne, elle est, j'ai envie de dire, si vous n'avez pas ouvert à d'autres acteurs de la construction, vous êtes en BIM niveau 1. Mais de niveau très élevé, ça ne retire rien du tout à votre démarche. Au contraire, c'est très bien. Et vous avez trouvé, vous, l'intérêt du BIM, et je trouve ça super. Et donc maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de réussir à le faire dans un mode collaboratif, parce que là, j'ai entendu parler de collaboration, mais c'est plus un collaboration interlogiciel, puisque interacteur de la construction. Il y a le maître d'ouvrage, il y a d'éventuels bureaux d'études. Je comprends que sur la ville, vous étiez certainement seul, en effet, il n'y a peut-être pas de bureau d'études. Après, il y a les entreprises. Après, il peut y avoir l'usager ou le client. C'est là où je voulais intervenir, dans le sens, et quand je vois une charte pour les nouveaux arrivants, je voulais juste comprendre qui étaient les nouveaux arrivants, en fait, parce que je n'avais pas compris qu'il y avait d'autres personnes. Donc, j'ai peut-être mal compris, ou ça a été très vite. Alors,
malgré ce Oui, que dit. c'est vrai qu'on a dû aller vite, hein. Voilà, ça a été très, très vite. Alors, je Alors, m'excuse. Laurence, peut-être une réponse sur quels autres acteurs finalement externes Ouais. avez-vous coopéré finalement autour de Sur cette cette maquette? oui, sur cette opération, ce qui est particulier, c'est qu'en fait, on a pratiquement tous les rôles. Donc forcément, il n'y a pas beaucoup d'acteurs externes. On a IPC qui est un ingénieur structure qui travaille aussi sur Revit. Donc qui aussi collabore et le fait d'avoir de bosser sur une plateforme nous permet justement, il a son accès et il peut bosser tout autant que nous. Et donc on lui a aménagé son entrée pour qu'il puisse travailler. Donc, on est deux, il n'y a qu'un seul BET externe, le reste de la partie BET est chez nous. Donc, forcément, ça reste chez nous. Donc, et on est plusieurs personnes à travailler sur la même maquette. Après, le maître d'ouvrage n'est pas très informaticien parce qu'il a 84 ans, donc ce n'est pas exactement le profil du BIM. Et puis, on n'est pas encore en travaux. On espère bien que l'entreprise va participer à tout ça. Donc, je vous raconterai quand on en sera à la phase finale de livraison pour vous dire si ça s'est bien déroulé et si justement ils ont bien participé au BIM. Ça s'appelle un rendez-vous, ça. Ça s'appelle un Voilà, ça rendez-vous. s'appelle un rendez-vous. Mais donc, je ne peux pas vous dire qu'ils n'ont pas participé, ils n'existent pas encore. Donc voilà. Donc, pour l'instant, on est deux sociétés. Après, au niveau du type de casquette, on peut considérer qu'il y a un économiste. La seule chose, c'est qu'effectivement, au sein de la même société, vous avez les différents acteurs. Donc, on est un petit peu, parce que justement, on est sur des petits projets, on est… j'espère bien que la même chose se passera quand on sera plus économiste sur une opération de 4 millions d'euros et quand on sera plus thermicien et qu'on aura, nous, justement, pu justement faire parce que c'est aussi ça, hein, être capable de simuler finalement la démarche pour être capable de l'expliquer et après apporter, La partager. mais voilà, la partager et leur dire voilà comment il faut faire, voilà comment on travaille et voilà comment ça fonctionne. Alors, Parce que, par exemple, si vous utilisez Easy, juste pour un dernier mot, Anne. Après, un dernier mot, quelque chose que vous pourriez donner aux entreprises, c'est si vous utilisez EasyCutch d'Attic Plus, il y a la visionneuse en fait d'Attic qui leur permet de voir où sont les différentes prestations au moment de la… Ça peut être intéressant. Bien sûr, non, mais je pense que de toute façon, eux, ils ont accès à la maquette même sans l'abonnement et ils auront accès et on va avoir aussi une deuxième plateforme justement pour pouvoir avoir un peu plus de partage d'informations, mais différents. Donc, ça, ce sera une deuxième chose. Mais oui, on va essayer d'utiliser tous les outils et on va essayer c'est la difficulté, on va essayer de ne pas restreindre à des grosses sociétés. De toute façon, c'est un petit projet, donc on n'aura pas des multinationales qui vont répondre à l'appel d'offres. Mais on va essayer de les accompagner. Comme on les accompagne dans le passif, on les accompagnera dans le BIM. Voilà. D'accord. Alors, juste une précision d'Emmanuel Di Giacomo en réponse aux commentaires. C'est pas du tout, comment dire, voilà, c'est juste un complément d'information par rapport aux commentaires de Didier. Donc, Emmanuel, n'hésite pas à prendre la parole, Emmanuel, mais je compte sur toi en 30 secondes si tu souhaites préciser, hein, en effet, que Revit, c'est pas un langage, mais bien un logiciel et qu'il permet l'interopérabilité. C'est bien ça? Oui, c'est ça en fait. Je pense qu'il ne faut pas faire d'amalgame, hein. Revit, ce n'est pas un langage. Les langages, c'est autre chose, hein, que ce soit le DTHX, l'IFC ou le SAT, quoi que ce soit. Revit ne prétendra jamais devenir un langage. Ce serait une aberration. De toute façon, ce n'est pas un langage, c'est un outil. Et pour faire du BIM, il faut des outils. Il faut effectivement des formats d'échange qui soient ouverts ou qui soient en mode plugin, comme l'expliquaient Laurence et Hamid. Je trouve que ça a été très, très bien présenté. Donc voilà, c'était juste ce que je voulais dire. Merci Emmanuel. Eh bien, écoutez, je vous propose, voilà, il est 19h08, on a commencé voilà, vers 5-10, donc on est plutôt pas mal en termes de timing. Merci beaucoup Laurence Bonnevie et merci beaucoup Hamid Badi. Merci beaucoup parce qu'on a préparé ça, voilà, je sais que votre quotidien était très, très chargé, donc c'était vraiment super. Je passe la parole maintenant à Julien Garnier. Julien, un petit pas un retour d'expérience évidemment, mais un petit ressenti après cette étape. Et puis, voilà, qu'est-ce qui se prépare? On va évoquer ensuite la prochaine étape, hein, parce qu'il y a une autre date, j'ai évoqué tout à l'heure, qui arrive. Alors, moi, je voulais vous remercier pour ce partage et cette présentation. Je ne connaissais pas NumFem comme outil pour effectivement qualifier tous les ponts thermiques, les menuiseries, et on a beaucoup de difficultés aussi sur le passif pour ces aspects-là, du fait du partage d'informations des fabricants et de la
la différence qu'on a entre nos saisies habituelles RT et réglementation française et le passif. Donc, je trouve ça très intéressant et j'ai déjà écrit à mon responsable de pôle qui se penche sur le sujet assez rapidement. Ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est que c'est un petit projet de rénovation sur lesquels on a mis des moyens qu'on ne voit pas habituellement. Moi, la numérisation, le scan 3D, le panel d'outils que vous avez utilisé, j'ai été assez impressionné parce que on a vraiment sorti le bazooka pour un projet de rénovation et en plus en passif. Donc, je trouve ça vraiment super intéressant. L'enjeu, c'est effectivement en termes de trajectoire énergétique, c'est plus la rénovation que le neuf aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a de vrais enjeux, et notamment avec la numérisation de l'existant, l'optimisation des pratiques, il y a de vrais enjeux métiers autour de la maquette, du BIM et de la collaboration. Donc, je trouve que ce REX est extrêmement intéressant à ce titre-là. Et ça fait aussi un peu le lien avec l'étape suivante, hein, comme le disait Arnaud, puisque là, cette fois-ci, on présentera donc une référence en neuf et en collectif. Donc, on n'a pas de numérisation puisqu'on part d'une maquette vierge. On crée la maquette. C'est un gros programme immobilier, alors qui n'est pas passif, hein. On a du mal à le faire sur du neuf en France aujourd'hui, malheureusement, mais sur lesquels on a utilisé un petit peu le même panel d'outils et les mêmes échanges de données, alors avec moins d'efficacité et plus de complexité du fait de la taille de l'équipe et du fait qu'on n'était pas en BIM 3 non plus. Donc, ça a été plutôt un niveau un petit peu moins élevé. Néanmoins, c'est intéressant quand même. Voilà un peu pour la conclusion. Je vous remercie. Voilà. Je trouvais ça très intéressant. Merci Julien. Alors, vous le voyez à l'écran, la prochaine étape. Alors, j'ai vu que Didier avait posé une dernière question, mais il était trop tard. Désolé Didier, concernant le budget de l'opération. Je vous laisse le soin de reprendre contact entre vous éventuellement. Voilà, notez vos coordonnées, échangez-les dans le chat tant qu'on est encore ensemble à cette dernière minute. Donc, prochain rendez-vous le 1er avril, même heure. Pour vous inscrire et donc partager cette opération qui va permettre à Julien de partager aussi énormément d'usages du BIM dans le domaine de la performance, de la modélisation et la modélisation et des scénarios entre guillemets énergétiques, hein. Donc voilà, rendez-vous la semaine prochaine, on en saura encore un peu plus, toujours dans le domaine voilà, de la performance énergétique. Et pour découvrir toutes les informations concernant le REX BIM Tour, on vous l'a dit, ça fait plus de 2 ans que le REX BIM Tour est sur la route. Vous pouvez retrouver, parce que ce type de retour d'expérience, la Fédération Sinov les a pas tous enregistrés, mais si quasiment tout est enregistré. Les retours d'expérience, des témoignages en vidéo de tous les intervenants quasiment. Vous découvrirez également le programme 2021 parce que d'autres dates suivront également à partir de mai-juin. Voilà, donc tenez-vous informés. Vous pourrez aussi découvrir ce que la fédération appelle le REX du REX. Il s'agit de quoi? Il s'agit tout simplement ce que fait la fédération tous les ans. Là, en l'occurrence, qu'on voit à l'écran, c'est l'édition 2019, donc qui est téléchargeable en ligne. C'était vraiment un recueil de tous les enseignements, une vraie synthèse, mais très riche, très renseignée, également complétée de témoignages de tous les REX qui ont eu lieu en 2019. Le même document est en préparation, voire est sorti, je ne sais plus, hein, tu m'arrêtes si je me trompe, Inès, est en préparation donc, sur l'année 2020. Il va sortir dans quelques jours, ouais. D'accord, merci Inès. Donc, tenez-vous informés. Donc, voilà, rendez-vous aux prochaines étapes. On espère le plus tôt possible sur le terrain, voilà, en présentiel, hein. C'est vraiment quand même la raison d'être du REX BIM Tour, c'est d'aller à la rencontre. Mais aujourd'hui, on l'a vu ensemble, malgré le contexte, on a pu avoir des beaux échanges et des beaux témoignages. Merci à tous et à très bientôt.